Salut YouTube. Salut, ça va? On va parler esclavage. Et ouais. Oui, vous pensez que comme je suis un arabe, je vais parler de la traite transatlantique, hein, et je vais encore dire les blancs sont des sales esclavagistes. Non, 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 je vais surprendre l'extrême droite. On va parler de la traite arabo-musulmane, enfin de ce sujet. Hein, de ce sujet, la traite arabo-musulmane. Je mets des guillemets, vous allez comprendre pourquoi. On va pas réacter à Histoire Crépue, j'ai pas encore regardé sa vidéo. Mais Raz, il m'a dit de regarder deux TikTok qui a été fait par une militante. Je vais voir, je connais pas du tout. J'ai vu que Histoire Crépue a fait une vidéo, il y a Moda Malin qui a réacté dessus, j'ose pas aller voir le niveau catastrophique. Mais vous savez, c'est le sujet que les racistes nous disent souvent. Pourquoi vous parlez pas de la traite arabo-musulmane ? Alors bon, je sais pas, peut-être qu'ils sont pas au courant, mais on en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a déjà eu des épisodes dessus. On a déjà expliqué quelles étaient les différences pour nous entre la traite arabo-musulmane et la traite transatlantique. Et je pense que je vais profiter de ces deux petites vidéos d'une militante, je sais plus son nom, pour discuter de ça et reparler de ça et refaire le point sur ça. J'ai toujours le droit à cet argument et ça rend fou. Non, mais ils veulent pas comprendre. Mais bon, ça devient fatigant. Mais apparemment, il y a une meuf. Elle s'appelle comment? C'est elle. Pic Néon, c'est ça? Pic Néon, hein? C'est ça, hein? Pic Néon qui apparemment a pris un bad buzz parce qu'elle a parlé de la traite arabo-musulmane. Et apparemment, elle a dit un truc qui était problématique. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller voir, je ne sais pas ce que c'est. Et ça nous permettra de discuter de la traite arabo-musulmane, qui est un sujet très compliqué. Mais parce qu'en fait, il faut aussi définir les termes. Parce que moi, je rappelle que j'avais fait un talkie oui avec Mahmed Waldi pour parler de ça. Donc c'est ça, là, les vérités sur l'esclavage musulman avec Mahmed Waldi. Un talkie oui de pratiquement 2 heures où on a parlé de ça parce que lui, voilà, c'est un historien spécialiste de l'esclavage musulman. Et il a sorti ce livre, voilà. L'esclavage dans les mondes musulmans que j'ai lu, qui est un très très bon livre, des premières traites au traumatisme de Mahmed Waldi aux éditions Amsterdam. Et vous voyez un truc qui est très important dans le titre, ce n'est pas la traite arabo-musulmane, c'est l'esclavage dans les mondes musulmans. Parce que l'une des grandes idées quand on travaille sur le sujet, c'est qu'il n'existe pas une traite arabo-musulmane. On peut parler d'une traite transatlantique. Ça a été assez court dans le temps. Il y a vraiment des logiques communes. Il y a vraiment l'Europe, ce triangle du commerce avec vraiment des dynamiques qui se ressemblent énormément. Mais il n'y a pas une traite arabo-musulmane. Dans le sens où c'est tellement long dans l'histoire et c'est tellement un espace géographique différent qu'il faudrait parler plutôt des esclavages dans les mondes musulmans. Voilà, différents types d'esclavage selon les régions géographiques et selon l'histoire aussi. Parce que c'est les premiers à dire que ça a duré 13 siècles, tu vois. C'est les premiers à dire ça a duré 13 siècles. Oui, justement, ça a duré 13 siècles. Donc ce n'est pas la traite arabo-musulmane. Il y a eu différentes traites sur différents territoires avec différentes logiques. Avant de commencer ça, il faut... En fait, parce que c'est un sujet très sensible, la question de l'esclavage. Donc, il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. En fait, comprenez que ce qu'on va dire ici, il n'est pas question ici de dire quelle a été la pire des traites en termes de traitement humain. Vous voyez ? Après, ça pourrait être un débat. Mais le débat, la question, c'est quels sont les critères qu'on met en avant pour savoir quelle a été la traite la plus inhumaine, tu vois ? Parce qu'en fait, surtout avec nos valeurs contemporaines et modernes, dans tous les cas, l'esclavage repose sur une chose qui est moralement répréhensible pour nous, les habitants de la Terre en 2026. Et je dis bien les habitants de la Terre en 2026 parce qu'il y avait différentes logiques il y a 10 siècles. Ça paraissait un peu plus logique, normal, même s'il y avait des contestations, hein, mais ça paraissait plus dans la nature des choses de posséder des gens. Tu vois, d'avoir des gens qui étaient dans notre propriété. Aujourd'hui, en 2026, la quasi-totalité de l'ensemble de la planète, en tout cas dans le monde moderne, considère, et à juste titre, qu'il est immoral de posséder un être humain. Peu importe le traitement que tu vas faire de l'être humain, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est un esclavage humain et tout. » Oui, non, mais ok, ouais. Genre, effectivement, il y a des esclavagistes, ils ont moins frappé leurs esclaves que d'autres esclavagistes. Ok, super. Mais en fait, la base que nous, on conteste, c'est l'idée de posséder un être humain et d'en jouir comme une possession matérielle, tu vois. Donc ici, il n'est pas question
de dire que il y en a une, elle était plus sympa que l'autre, c'était plus gentil et tout, mais d'étudier les différentes logiques qu'il y avait dans ces traites. Voilà. Les différentes logiques qu'il y avait dans ces systèmes esclavagistes. Et c'est notamment le travail des historiens, parce qu'on parle de l'esclavage. Oui, il y a un peu ce problème de parler de l'esclavage comme si c'était un phénomène qui, à travers l'histoire de l'humanité, avait les mêmes logiques. Alors, il y a une logique qui est inhérente à tous ces esclavages, c'est l'idée de posséder des êtres humains. Mais après, ces esclavages s'inscrivaient dans des sociétés au mode de production et au mode de commerce, aux organisations tellement différentes qu'elles avaient des logiques différentes, avec toujours les bases répréhensibles. Je suis obligé de faire 150 parenthèses, les gens. Je suis obligé de bien prévenir. Avec toujours la même base répréhensible, mais vu que c'était des modes économiques, des modes de production économiques différents, il y avait des logiques différentes. Ce qui ne veut pas dire que c'était moins bien, mais juste, il y avait des logiques différentes. Et notamment, Mahmed Waldi, l'une de ses techs, et notamment les gens qui travaillent sur les esclavages dans les mondes musulmans et la traite transatlantique, l'une des principales différences qu'ils mettent en avant, c'est que la traite transatlantique s'inscrit dans l'émergence du capitalisme moderne. D'où son côté extrêmement productif, veut dire parce que les droitards qui font des CSC, tu vois, qui disent les traites arabo-musulmanes, c'est 17 millions de morts, donc c'est plus que la traite transatlantique. Bon, déjà, les chiffres, 17 millions de morts, c'est des chiffres qui sont à discuter, mais partons du principe, moi ça ne me dérange pas, hein, partons du principe que c'est réellement 17 millions. Le problème, c'est qu'ils vont dire les traites transatlantiques, c'est beaucoup moins. Oui, mais bon, les traites arabo-musulmanes, c'est 13 siècles. C'est-à-dire, si on fait proportionnellement au temps que ça a duré, la traite transatlantique a fait beaucoup plus de morts, même en prenant le chiffre haut des traites arabo-musulmanes. Tu vois, donc ça, c'est un CSC de partir sur le nombre de victimes et tout. Mais pour dire que, en fait, l'une des spécificités de la traite transatlantique, c'est qu'elle s'inscrit dans l'émergence du système capitaliste. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on en parle davantage que les traites arabo-musulmanes. Non pas parce qu'on pense que les Européens sont en tant que tels les plus méchants des méchants, mais parce que le capitalisme moderne, le capitalisme aujourd'hui, est né en partie de la traite transatlantique. La traite transatlantique et la colonisation allez lire Marx. Hein. Marx, c'est dans l'accumulation primitive du capital. Marx lui dit lui-même. Sont les conditions qui ont permis l'émergence du mode de production capitalisme moderne. Et donc, l'idée, c'est pas dire « Ah, c'est les plus méchants, c'est pour ça qu'on en parle ». C'est juste que vous pouvez pas comprendre le monde actuel et les inégalités qui existent entre les États du Sud et les États du Nord, et notamment tout aussi la question de la réparation, la question de l'abolition de l'esclavage, sans avoir ça en tête, tu vois. Mais jamais... Il est très fort possible qu'il y ait eu des esclavagistes musulmans qui étaient plus méchants que des esclavagistes européens. Oui, personne ne le dit en fait. On n'est pas sur des questions morales. Hein. Il y a eu le génocide. Oui, il y a eu aussi tu fais bien de le préciser aussi, le génocide des peuples natifs sur le sol américain. Oui, voilà. Donc, on ne dit pas que c'est le seul facteur, mais on dit que c'est un des facteurs. La traite par les méchants blancs, si on veut être aussi caricatureux que. Mais en fait, ils aimeraient qu'on soit aussi caricaturaux. Sauf que c'est pas ça en fait. On n'est pas sur des considération tant morale, en fait, on n'est pas en mode... après, moralement, c'est pas bien de faire de l'esclavage. Hein. On est aujourd'hui, c'est un consensus établi, même dans les mondes arabo-musulmans, t'en as qui disent que l'esclavage, c'est pas bien. Mais nous, on parle de... Pour comprendre le monde actuel, tu es obligé de parler de cette traite transatlantique. Et aussi, ce que dit Mahmed Waldi, mais je pense qu'on va le dire dans la discussion, il dit, mais attendez, c'est bizarre, parce qu'on compare la traite transatlantique aux traites qui ont existé dans les mondes arabo-musulmans. Mais c'est injuste comme comparaison, parce que quand on parle de la traite transatlantique, on ne parle pas de la traite européano-chrétienne, parce que la traite transatlantique, ça ne parle que l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Mais on pourrait élargir et parler de la traite, comme on parle de la traite arabo-musulmane, on pourrait parler de la traite européo-chrétienne. Et donc là-dedans, il faudrait mettre aussi dans le compte les traites, les esclavages, la manière dont les Européens se sont aussi inscrits et ont alimenté les esclavages dans l'Asie, tu vois, dont on ne parle jamais. Tu vois, donc voilà, ça fait partie des sujets dont parle Mahmed Waldi et qui a jamais pour objectif de minorer, et c'est très très important, de minorer la violence qu'a été
l'esclavage dans les mondes arabo-musulmans. Voilà, donc très bon livre à lire. Allez voir l'entretien, Les vérités sur l'esclavage musulman. Et on va voir un peu la vidéo de Pygnéon et on va voir ce qu'on a à rajouter, ce qu'on a à dire. Est-ce qu'elle mérite la sauce? Si elle ne mérite pas la sauce, voilà. Arabo-musulman. Oui, et les esclaves faits par les corsaires en Méditerranée. Oui, mais en fait, c'est pour ça que tu as différentes logiques et c'est pour ça, veut dire, la question. En fait, le problème, c'est si tu dis qu'il y a différentes logiques et la preuve de ces différentes logiques, c'est la manière dont, par exemple, les esclaves dans les mondes arabo-musulmans ont pu être intégrés dans des postes de pouvoir, ou tu vois, par exemple, la question des Mamelouks et tout, les gens vont faire quoi, vont penser qu'on dit que bah, c'était mieux moralement. Et non, je ne suis pas d'accord parce que le présupposé de base que un humain appartient à un autre être humain est moralement condamnable de base. Donc, dans tous les cas, je suis en mode, c'est pas OK. Tu vois, même si l'esclave peut avoir des postes de pouvoir, peut devenir dirigeant de tel secteur, tu vois, la question des Mamelouks et tout, de base, il ne devrait pas avoir d'esclaves, tu vois. Donc, c'est pas du tout. C'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est se dire, ah, vu qu'il y a différentes logiques et donc là, les esclaves pouvaient avoir relativement un peu plus de liberté, ça voulait dire que c'était moralement meilleur. Non, parce que la base, c'est qu'il ne devrait pas avoir d'esclaves. D'ailleurs, sur ce sujet, j'ai parlé de Marmed Waldi, mais il y a aussi elle que j'ai fait, Taklia. Voilà, il y a aussi cette super interview, Femme, homosexualité, despotisme, une historienne détruit les clichés sur l'Orient. Elle a écrit, c'est une grande spécialiste du monde médiéval musulman et surtout du Maroc. Voilà, si vous voulez des sources sérieuses, si vous voulez des gens qui ont travaillé sur le sujet depuis des années et des années, qui ne sont pas dans le sensationnel, qui ne sont pas dans le spectacle, mais qui sont en fait dans un vrai travail scientifique, qui ont vraiment étudié les sources et tout, allez lire les travaux de Marmed Waldi, allez lire les travaux de Daklia, allez regarder les interviews que j'ai fait d'elle et vous verrez ce que c'est un vrai travail sur le sujet. Voilà. Et au-delà de tout le sensationnalisme. Donc aussi, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des gauchistes qui me sont tombés dessus parce qu'ils ont cru que cette vidéo, c'était pour détruire le féminisme. Non, mais il y a vraiment, vous vous rappelez de ça? Il y a une gauchiste islamophobe de ouf, hein, qui a partagé ça en disant Wissam toujours dans sa stratégie anti-féministe. Waouh. Non mais tu n'as pas vu la vidéo en fait. Tu n'as absolument pas vu la vidéo. Il y a quoi comme sujet? On parle de quel sujet? Juste pour vous donner un peu... Alors, on parle des musulmans sont présents depuis longtemps en Europe. Le concept de patriarcat dans l'histoire. Qu'est-ce qu'un harem? Est-ce que ça aussi, la vision d'un monde musulman qui serait statique. Dans tout le Moyen-Âge, le monde musulman n'aurait pas bougé et tout, il n'y aurait pas d'évolution. Ça aussi, non. Elle te montre que c'est dynamique. Elle te montre que les choses ont changé, que ça a évolué, que comme partout ailleurs, tu vois. Mais on a trop l'impression d'un despotisme oriental qui serait rigide et qui n'aurait pas évolué au long des années, et qui aurait attendu l'arrivée des Occidentaux pour connaître un peu de changement, quoi. Voilà, la question de la polygamie, la question des femmes, l'orientalisme, la question de la négrophobie aussi, esclavage dans le monde arabe médiéval. Donc, si vous voulez vraiment des avis de scientifiques, hein, là, je ne vous parle pas de scientifiques, allez voir ces vidéos. Allons voir la vidéo de Pygnéon. Allez, pourquoi elle s'est pris une sauce? Et les hypocrites sur ce réseau social et qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un vouloir dénoncer l'esclavagisme... Bah, en fait, c'est ça la première vidéo. Pourquoi elle s'énerve direct? C'est trop bizarre d'avoir une vidéo où elle est direct vénère. J'ai l'impression d'avoir raté un épisode. C'est ça la première vidéo ou c'est elle la première vidéo? C'est dans quel ordre que je dois regarder? C'est elle? Ok, c'est Sadea. Ok. Moi, je la connais pas. Les gens, ni je l'aime, ni je l'aime pas. Je la découvre. Hein. Je la découvre avec vous. Donc, il y a le bon soupçon de base. Je ne sais pas. Je ne la connais pas. En fait, comme vous aimez trop jouer les hypocrites sur ce réseau social et qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un vous... Elle est tout le temps un peu vénère. Bon, c'est pas moi qui vais lui reprocher ça. Elle est quand même culottée. Que moi, je suis en mode, oula, calme-toi. Oula, là, camomille. Bon, voilà. Pour moi, elle est gentille, mais c'est un peu du féminisme slop. Ok, je connais pas. La sauce a été déclenchée par Adominem aussi. La personne concernée est une féministe tiktokeuse misandre, performative, terme la qualifiant de façon générale par une partie de la critiquant. Ok. Bon, je connais pas. Mais bref, allez. Vouloir dénoncer l'esclavagisme et la colonisation faite et perpétrée par les Européens qui ont littéralement détruit les 3/4 de la planète à cause de qui? Des populations de civils entières ont disparu, des ethnies entières ont disparu. Vous aimez trop sortir le « ouais mais et les Arabes ?» Ah, ok, ouais, moi je suis plutôt d'accord en fait. En fait, le problème c'est que quand on parle de à quel point la colonisation
la colonisation et l'esclavage européen a été une catastrophe planétaire. Les gens nous parlent de des traites arabo-musulmanes. Mais en fait, si vous voulez, partons du principe que si vous voulez, allez, en termes de qualité, c'est la même. Allez, partons de ce principe-là en termes de qualité, c'est la même. Je ne veux même pas débattre sur ça, tu vois. Oui, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'esclavage, c'est pas bien, tu vois. Mais en termes de quantité, c'est une folie. Je veux dire, le temps que ça a duré, la colonisation et l'esclavage et la traite transatlantique, et le nombre de personnes que ça a concerné, le nombre de personnes que ça a décimé, que ça a tué, parce que je rappelle qu'on on compte pas les natifs américains. Hein. Les natifs américains, on pourrait presque les compter dans la traite transatlantique. Ils sont aussi, c'est dans le même processus de colonisation de l'Amérique. On vire les populations qui sont là, on ramène des esclaves. Tu vois, je veux dire, ça a été énorme en termes de quantité, énorme. Et ma take, c'est que dans le monde arabo-musulman, ça aurait pu très bien, en fait, ça aurait très bien pu être, in fine, les mondes arabo-musulmans, je ne sais pas, le Maghreb, le Mashrek et tout, qui connaissent un développement petit à petit d'un système esclavagiste qui évolue avec petit à petit dans un mode de production capitaliste, avec une bourgeoisie émergente et tout, tu vois, et qui en fait, partirait d'elle, la traite transatlantique, déciderait de coloniser l'Afrique, l'Amérique et tout. Et en fait, il y a une timeline. C'est très possible. Hein. Il y a une timeline où ce phénomène capitaliste aurait pu apparaître dans les mondes arabo-musulmans. En fait, le propos principal n'est pas de dire on est anti-essentialiste. Donc, on n'est jamais là à dire que les Européens ou les Blancs sont par essence mauvais et donc par essence des violents qui étaient prédéterminés à créer ce capitalisme mortifère qui détruit la planète. Juste, ce qu'on dit, c'est juste que là, la timeline dans laquelle on évolue fait que les conditions matérielles et les événements historiques tels qu'ils se sont déroulés, la succession des événements historiques tels qu'ils se sont déroulés, font que c'est à partir des Européens et de leur colonisation et du capitalisme et de l'esclavage, de la traite transatlantique, qu'est apparu le mode de production capitaliste dans lequel on vit, qui a provoqué des centaines de millions de morts et qui pousse l'humanité au bord de la catastrophe si on n'y est pas déjà. Voilà, c'est tout. Mais ça aurait pu, je veux dire, on peut très bien imaginer une timeline où c'est dans une autre région du monde que ça apparaît. Ce n'est pas impossible. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je suis clair sur ça ? Nous, on est anti-essentialiste. Tu sais, on est vraiment sur les faits matériels. En fait, et on n'est pas en train de vouloir que les Blancs se culpabilisent comme quoi ils auraient des gènes, tu sais, en tant que Blancs, ou des gènes d'Européens, où ça ferait des ordures par nature. Non. Voilà, l'histoire a fait que c'était comme ça. Tu vois, et c'est multifactoriel. Hein. Il faut voir aussi l'évolution en fait qu'il y a eu en Europe, les guerres inter-européennes, parce que tu ne peux pas aussi comprendre pourquoi les Européens ont voulu coloniser d'autres terres sans voir aussi l'histoire européenne en elle-même, les multiples guerres qu'il y a eu dans l'Europe, la question des ressources qui ont manqué, notamment la question du bois, tu vois, tout ça, et qu'ils ont dû voir ailleurs pour avoir ces ressources, et aussi le fait qu'ils ont fait beaucoup de guerres, et donc on investit beaucoup plus dans les technologies guerrières, dans le développement scientifique d'armes pour avoir une supériorité militaire, ce qui leur a permis aussi, quand ils sont allés coloniser, d'être supérieurs aux pays qu'ils ont colonisés. Voilà, c'est multifactoriel. D'ailleurs, il y a le livre de Piketty qui est vraiment pas mal sur ça. Attendez, je vais voir, parce que vous savez que j'avais fait une interview de Piketty, vous étiez au courant ? Et c'est une super interview, je suis vraiment fier d'elle. Hein. Regardez, c'est là. Regardez comment j'étais jeune il y a 6 ans. Avec Félix, vous reconnaissez Félix ? Là, c'est Félix. Et donc là, c'est Piketty. Ah oui, j'ai un passé. Ou alors en live, comme vous le faites sûrement sur votre écran. Bon, j'étais très stressé à l'époque parce que c'était les premières fois où je présentais des émissions et tout. Oui, j'avais des cheveux. J'avais des cheveux, j'avais des lunettes. Piketty. Là, il y a Romain, là, à droite. Ça, c'est Mehdi Mefta, un membre du PIR, à qui, sachez que ça fait partie... Voilà. Je veux rendre un petit hommage. On en avait parlé avec Louisa. Vous avez l'image ici. Moi, je veux rendre hommage à des militants comme lui, là. Voilà, Mehdi Mefta, que vous ne voyez pas beaucoup. Et ça fait 20 ans, même parfois 25 ans, qui sont sur le terrain, qui militent dans l'ombre, qui forment des gens. Moi, il m'a énormément formé. Il m'a énormément aidé. Il a beaucoup essayé... Voilà, vous aimez Norman ? Vous adorez Norman ? Il a beaucoup aidé Norman, voilà.
Il a été parmi celui qui a découvert Norman Ajari, qui l'a formé et tout, qui l'a aidé, tu vois, dans les premières années et tout, avant qu'il devienne le GOAT, tu vois, qu'il devienne un grand philosophe et tout. Moi, il y a plein de militants comme ça. C'est un vrai militant de l'ombre et tout. Non, Norman Ajari. Il faut rendre hommage à ces gens-là qui sont pas sur le devant de la scène et qui font un travail de l'ombre énorme sans jamais rien dire, en étant tranquille et tout. Voilà. Bref, moi, c'est beaucoup de respect pour Mehdi Mefta, qui est un grand militant. Et donc, c'était Capital et idéologie. Ouais, Capital et idéologie. Donc, je vous mets la vidéo si vous voulez. L'interview est cool. Je suis vraiment fier de cette interview. La première moitié, c'est juste moi qui interview Piketty sur son livre. Je croyais l'autre. Ça, vous voyez, il y a Romain. Romain, vous avez déjà vu plusieurs fois sur les streams anti-imp. Vous voyez, là, il y a Omar de PDH derrière et tout, parce que là, c'était l'époque de PDH. Et après, donc, la moitié de l'interview, j'interview Piketty. Et après, il y a... Ah, regardez FX. Après, il y a Félix. Ah, vous connaissez Félix. Voilà, Félix. Et Patrick Simon. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Simon. C'est très bien, Patrick Simon. C'est un statisticien qui travaille à l'INED et qui est beaucoup sur les stats ethniques et tout. Est-ce qu'on le voit, Patrick Simon, là? Parce que, attends, il ne parle pas beaucoup. Wesh, laissez parler Patrick Simon. Pourquoi je ne vois pas Patrick Simon? Ah, il est là. Voilà. Patrick Simon, qui est vraiment cool, hein. Vraiment cool, Patrick Simon. Allez voir les travaux. Et lui qui serait plutôt favorable à l'idée de stats ethniques, mais qui dit que tout le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Il n'est pas contre les statistiques ethniques, mais qu'est-ce qu'on fait de ces stats-là. Voilà. Bref, allez. Les Arabes aussi, ils ont fait des esclaves, les Arabes. En fait, Oui, voilà, parce que, voilà, pour revenir à ça, c'est le truc des droitards. Quand on leur parle de la traite transatlantique, ils disent, oui, mais les Arabes, ok, il n'y a pas de souci, non, mais... Et en plus, je pense aussi que c'est une discussion à avoir entre Rebeu, Renoir sur ce sujet-là. Et en plus, moi, vous me connaissez, j'ai aucun tabou sur ça, sur la question de la négrophobie, parce que je pense qu'effectivement aussi, cette histoire de l'esclavage participe à entretenir une négrophobie chez les musulmans, chez les Arabes, dans le Maghreb, avec l'idée que, vous, on vous a mis sous esclaves. Hein. Effectivement, on est dominé par les Blancs, mais vous étiez nos esclaves. Donc, ça alimente encore et toujours une négrophobie chez les Arabes, mais reste que là, le capitalisme moderne n'est pas issu de des traites arabo-musulmanes, mais de la traite transatlantique. C'est pour ça qu'on en parle. Pas parce que c'est plus méchant ou plus gentil, mais juste parce que, voilà, en termes matériels, pour comprendre le monde actuel, bah, c'est l'un des facteurs déterminants, tu vois. Les Arabes aussi, les Romains aussi, les Vikings aussi. Oui, non, mais les gens, après, dans l'histoire de l'humanité, historiquement, il y a longtemps eu de l'esclavage. Mais en fait, moi, j'aime pas non plus ce relativisme. Je veux dire, on était dans d'autres mondes. Voilà, on était dans d'autres types de rapports au monde, donc il y avait d'autres logiques. Voilà, oui. Après, c'est ce que je dis, c'est que il n'y a pas un esclavage homogène. Il y a différentes logiques d'esclavage. Voilà. Selon les sociétés, selon le temps et tout. Voilà. Le salariat, c'est de l'esclavagisme. Ah bah non, moi tu peux pas t'appeler Normi Ajaran et avoir cette take, hein, je te le dis direct. Hein. Je pense que Norman Ajari, c'est typiquement le genre de propos qui lui ferait péter un câble. La comparaison entre le salariat et l'esclavagisme, c'est vraiment une take digne de lutte ouvrière. Faut arrêter. C'est pas... je suis pas en mode le salariat, c'est cool, mais c'est pas de l'esclavagisme. Voilà, arrêtez avec ça. Voilà. Je pensais qu'on avait terminé cette comparaison entre esclavage et salariat. en fait, comme vous êtes beaucoup trop hypocrite, vous omettez une chose à chaque fois, le caractère raciste. Pardon la scène, excusez-moi, je remets la scène. Ça me fait rire qu'elle s'énerve. En fait, comme vous êtes beaucoup trop hypocrite, vous omettez une chose à chaque fois, le caractère raciste de la colonisation européenne qui n'existait pas dans les colonisations arabo-musulmanes. Et le caractère raciste qui a poussé les Européens à esclavagiser les autres peuples en Afrique. Alors, je pense que c'est ça que... Ouais, je pense que je vais le mettre dans la soundboard. Je vais le mettre dans la soundboard. Je pense que c'est ça qui a fait des polémiques, j'imagine, de dire que les esclavages arabo-musulmans, je rappelle, les esclavages arabo-musulmans, ou les esclavages du monde musulman, parce que même arabo-musulman, ça ne veut rien dire, arabo-musulman, parce que ce que tu prends en Asie, c'est aussi le monde musulman, mais c'est pas arabe. Donc c'est pour ça que les historiens parlent de l'esclavage dans les mondes musulmans, au pluriel. Mais je pense que ce qui a fait sourciller les gens, c'est de dire qu'il n'y avait pas de racisme dans les esclavages des mondes musulmans. Je pense que c'est vrai et pas vrai. C'est vrai dans le sens où, au départ,
il n'y avait pas la logique raciale, il n'y avait pas l'idée que les Noirs étaient faits pour l'esclavage et ceux qui étaient esclaves, c'était les Noirs. Tu avais une diversité d'esclaves qui venaient de différentes régions du monde et notamment les Slaves. Hein, parce que les Blancs se plaignent beaucoup de ça, que les corsaires, ils attrapaient les Blancs pour les mettre en esclavage. Voilà. Donc, au début, c'est vrai que pendant un certain temps, il n'y avait pas cette logique raciale. Sauf que, petit à petit, là aussi pour des raisons matérielles, et notamment du fait qu'une bonne proportion de leurs esclaves venaient de l'Afrique subsaharienne, et que donc petit à petit, la majorité des esclaves, en fait, une bonne partie des esclaves étaient noirs, petit à petit a émergé dans les mondes musulmans des discours négrophobes, avec l'idée qui commençait à émerger que en fait, les populations noires étaient plus faites pour l'esclavage. Et d'ailleurs, c'était des discussions compliquées parce que normalement, si tu es dans l'islam, il en parle d'ailleurs, Mahmed Waldi, allez voir l'interview et allez lire le livre. Allez voir l'interview de Mahmed Waldi parce que normalement, si tu prends les textes même de l'islam, l'esclavage peut être autorisé et est autorisé, sauf que tu ne peux pas mettre en esclavage des musulmans. Et le problème, c'est que tu avais des noirs qui étaient musulmans, mais qu'on mettait quand même en esclavage. Et tu avais des savants, tu avais des gens très cyniques et tout, qui soit les sortaient de l'islam, soit trouvaient des astuces pour quand même pouvoir les mettre en esclavage. Donc ça a provoqué des frictions et des débats, mais petit à petit, commençaient à émerger des discours qu'on retrouve notamment dans Ibn Khaldoun, même si voilà, il y a des choses aussi à remettre en contexte dans les trucs de traduction, à savoir parce que tu as aussi un truc de climat, tu as beaucoup une science du climat qui sont dans leurs écrits, tu vois, et qui sont pas proprement raciales, mais plus climatiques. Mais bref, ça peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo pour voir comment ça a évolué petit à petit de la théorie des climats à la théorie raciale, qui sont deux choses différentes. Voilà, vraiment deux choses différentes, mais il y a un continuum. Tu peux facilement virer de la théorie des climats à la théorie raciale. Mais malgré tout, tu avais le droit d'avoir des esclaves musulmans, il me semble. Dans certaines régions du monde, tu as eu le droit. Mais les gens, le droit d'avoir des esclaves musulmans, normalement, si tu respectes certaines règles de l'islam, tu n'as pas le droit de mettre en esclavage des musulmans. Normalement. Sauf que, et c'est ce que j'arrête pas de dire depuis des années, et ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que oui, mais tout le monde fait comme il veut. Voilà, il y a toujours des adaptations, il y a toujours des « Ah non, mais il y a divergence. Ah non, mais en fait, si tu lis ça, en fait, tu as le droit. » Voilà, de tout temps, l'homme a pu manipuler ou interpréter ou modifier un peu des textes pour que ça aille dans le sens de ses intérêts. Et c'est pour ça que depuis le début, je vous dis que l'islam, voilà, le texte islamique n'existe pas et qu'il faut voir les différentes interprétations qu'il y a eu des textes islamiques. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais bref, petit à petit, apparaissaient des théories raciales dans les mondes arabes, dans les mondes musulmans. Voilà, dans les mondes musulmans. Sauf que ça n'a pas connu l'ampleur et ça n'a pas connu l'ordre. En fait, ça n'a pas connu le développement scientifique qu'il y a eu dans l'Europe. Voilà. L'une des principales différences, c'est le caractère systémique et général qu'ont eu ces théories raciales, le crédit scientifique qu'on lui a donné et comment ça s'est imposé à l'ensemble de la société pour paraître naturel et normal à tout le monde. Voilà les différences entre l'Europe et les mondes arabo-musulmans. Sauf que, en fait, il aurait pu exister une timeline où il n'y a pas eu la colonisation européenne, le monde arabo-musulman continue son esclavage et donc les théories raciales continuent à émerger et deviennent pseudo-scientifiques, se donnent un crédit scientifique, systémique et organisent en fait l'ensemble de la société. Et là, le racisme systémique serait né dans les mondes arabo-musulmans. Ce n'est pas quelque chose qui aurait été impossible. On ne pense pas que les musulmans sont intrinsèquement antiracistes. Selon les modes d'organisation sociale, les modes de production, le racisme aurait pu émerger. Le racisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, qui organise le monde et divise les êtres humains en catégories raciales et en hiérarchie, aurait pu exister dans ce monde arabo-musulman. Et en fait, les musulmans ou les arabes auraient été à la tête de la hiérarchie raciale. Sauf que ce n'est pas le cas. Voilà.
Ce n'est pas le cas. Mais en plus, et c'est ce qu'on dit depuis des années, rien ne dit que dans 200 ans, je sais pas, il y a un bouleversement. Et en fait, il y a d'autres théories racistes qui ont émergé. Et je sais pas, les gens qui sont supérieurs, c'est, j'allais dire les Chinois, les Asiatiques, ou en fait, les Sud-Américains. Voilà, je veux dire, la vie est dynamique. On ne sait pas ce qui va se réserver. Je veux dire, tout n'est pas intemporel, quoi. Voilà. Est-ce que je suis clair ou pas? Je sais pas si je suis clair. Dites-moi, hein. Parce que j'ai l'impression parfois, pour les droitards, c'est difficile à comprendre ça. Mais je ne sais pas comment l'expliquer plus simplement. Ok. Il y a du racisme à la Grèce antique et dans le judaïsme. Bah alors, ça aussi, en fait, les gens, pour moi, il faut distinguer la xénophobie et le racisme. Non, quasi-majorité des sociétés et tout, il a existé de la xénophobie, c'est-à-dire une forme de rejet et d'intolérance à celui qui n'appartient pas au groupe, mais cette xénophobie ne s'exprimait pas à travers le racisme et donc à travers un critère racial. Mais bref, voilà. Il faudrait qu'on fasse... voilà. Il y a 150 sujets à explorer, à creuser à chaque fois, c'est compliqué, quoi. Afrique notamment, qui n'existait pas dans la logique des personnes arabes qui esclavagisaient les autres peuples. Et en fait, non, ce n'est pas qu'un détail. Elle est arabe ou renois? Parce que moi, elle pourrait être les deux. Ouais, ça peut être une arabe renois aussi. Hein. C'est quoi sa catégorie raciale? Non, mais juste... Elle est marocaine. Ok. Oui, ça, mais est-ce qu'on devrait plutôt parler de suprématie blanche plutôt que racisme par souci d'efficacité? Bah, les deux, pour moi, les deux me vont. Il n'y a pas vraiment de... Les deux vont. Hein. Arabe, je crois. Ok. Ah, je pense que ça rajoute dans la sauce. Hein. Voilà. Les peuples nomades comme les Peuls ont été mis en esclavage par les peuples sédentarisés d'Afrique de l'Ouest. Non, mais ça aussi, tu as les droitards qui m'énervent avec cette excuse de « Non, mais en fait, les Noirs, ils s'esclavagisaient eux-mêmes. Hein. Donc, ça va, hein, arrêtez de vous plaindre. » Ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus. Oui, mais la castration des Noirs pendant la traite arabe, c'est raciste. Ben, oui, non, mais en plus, il me semble que ça se faisait à la fin, dans les derniers temps de l'esclavage. Mais en fait, c'est pas... Comment dire? C'est pas tant la castration qui est raciste, c'est que petit à petit, Mich s'est ancré l'idée dans les esclavagistes musulmans, des mondes musulmans, l'idée que les Noirs étaient faits pour l'esclavage. Voilà. Mais je veux dire, en fait, les sévices sur les esclaves, castration ou pas castration, en fait, les sévices sur les esclaves sont intolérables, quoi qu'il en soit, quoi. La castration, c'était chez les Ottomans, pas chez les Arabes. Mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont comme seule ressource le livre de... Comment il s'appelle? Le génocide voilé de Ndiaye, non Ndiaye, les génocides voilés, c'est de qui déjà? Qui est la seule source des droitards qui n'ont jamais lu. Hein. Je suis persuadé qu'ils n'ont jamais lu le livre. Hein. Mais voilà, de Tidjane Diagne, Diane. Non, c'est Ndiaye. C'est Tidjane Ndiaye. Voilà. Et donc, c'est la seule source des droitards et c'est discuté par les historiens. Voilà. Déjà, les historiens discutent le terme de génocide. Voilà, est-ce que pour eux c'est problématique de parler de génocide? C'est pas conforme à la réalité. Voilà, ça veut dire c'est plus une position politique. Bref, pour eux il y a ça qui fait débat. Il y a la question du chiffre qui fait débat et aussi le problème c'est comment Ndiaye est utilisé politiquement pour relativiser la traite transatlantique. Il est souvent là pour dire et d'ailleurs c'est ce que font en fait. Ils font ce qu'ils nous reprochent. Souvent, en utilisant Ndiaye, ils disent « Non, mais la traite arabo-musulmane, c'était pire. » Ils nous reprochent de dire « Ah, mais la traite transatlantique, c'était pire. » Pour, en fait, eux faire pareil, dire « Non. Le pire, la preuve, c'est Ndiaye qui le dit. Le pire, c'était la traite, les traites arabo-musulmanes. Un historien africain affirme que cette castration était faite à dessein pour éviter le métissage. Je connais la source. Peu importe la motivation pour cette castration, c'est mal. C'est mal de castrer des... Mais de toute façon, dans la question de l'esclavage, au-delà de la castration, il y a la question de... tu n'as pas le droit à des... progéniture, mais tu n'as pas le droit... la filiation est cassée, quoi, dans l'esclavage. Voilà, je veux dire, tes enfants ne sont même pas tes enfants. T'as ça qui est dans la base même de l'esclavage, quoi. La castration était due au lupanar et autres. C'était chez les Ottomans. Il y a plein de pratiques culturelles qui ont disparu avec l'islam. Donc, c'est possible que ce soit avant l'Hégire, tout ça. Ok. Après, moi, les gens, je préfère aussi signaler que je ne suis pas un grand spécialiste non plus de ce sujet. Je parle à partir de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, les interviews que j'ai fait. Donc, les livres de Daklia, le livre de Mahmed Waldi. J'ai lu aussi, comment elle s'appelle, Le Monde en haine et en blanc. Je ne peux pas dire le titre. Hein. Mais voilà, c'est des sujets à creuser. Mais allez lire les historiens. Voilà. Allez lire les historiens. Et pas seulement Ndiaye. Lisez Ndiaye, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais lisez Aurélia Michel. Très, très bon livre. Hein. Très bon livre, hein, ce livre-là. À partir de l'état actuel de mes connaissances. Exactement. Littéralement, c'est tout sauf un détail.
population arabe. Mais par contre, c'est vrai que la traite transatlantique, c'est ancré profondément sur l'idée que les Noirs, tous les Noirs étaient esclaves et les esclaves étaient noirs et c'était des biens meubles, quoi. En fait, il y a toutes des lois, des codes, des normes qui se sont imposées et qui sont rentrées dans le marbre. Il y a une législation sur ça, il y a eu un code sur ça pour faire en sorte que institutionnellement, on considère les Noirs comme des meubles, quoi. C'est des choses, mais c'est aussi dû à la modernité, à cette gestion-là, petit à petit, de classer les individus comme on classe la nature, de l'émergence de l'administration, de l'émergence de la réglementation du commerce et tout. Voilà, c'est ces facteurs-là aussi qui entrent en compte. À l'image de toutes les populations sur Terre avant que les Européens commencent à développer des théories racistes qui justifiaient la manière dont ils traitaient les Africains. Fait rendre en esclavage tout humain, peu importe son origine en fait. Ah, c'était inclusif. Tout le monde pouvait être esclave en fait. C'était un esclavagisme universaliste. Non mais voilà, si tu veux parler... Mais encore une fois, le problème c'est que quand tu apportes des nuances, les gens croient que tu veux dire que c'est moins grave alors que pour moi, le b.a.-ba, c'est dire que les gens, dans tous les cas, c'est moralement mauvais. Voilà, c'est moralement blâmable de mettre en esclavage des gens. Voilà, c'est la base. Que ce soit, et je ne pense pas qu'il y ait un esclavage humain. Voilà, moi d'emblée, même s'il y a un meilleur traitement entre guillemets en mode l'esclavagiste met moins de torgnole à son esclave, bon bah voilà, bref, ok, bon, il est quand même esclave, voilà, c'est la base. Courageux et basé. Et à partir de ce truc-là, tu peux voir les nuances qu'il y a dans le mode dans le mode d'esclavage qui sont pratiqués, mais qui n'a jamais pour objectif de dire, vous voyez, ça va, oh là là. D'ailleurs, bien que les Arabes avaient des esclaves en provenance d'Afrique, une bonne partie de leurs esclaves venaient en réalité de tribus, d'ethnies qui les entouraient. Et ces personnes-là étaient réduites en esclavage très souvent après des guerres ou des conquêtes. Alors que les Européens ont... Tout ce qu'elle dit n'est pas fondamentalement faux. Hein. Après, le problème, c'est de... En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est de vouloir aller dans une compétition de c'était quoi le pire ou c'est quoi les critères que tu mets en avant, tu vois. En fait, moi, la comparaison m'énerve en mode, mais on n'essaye pas d'aller dans le truc moral plus moral. Juste pour comprendre le monde aujourd'hui, tu es obligé de parler de la traite transatlantique, c'est tout. Voilà, de comprendre aussi la perpétuation de la négrophobie, le racisme, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, la manière qu'on considère les Noirs. Tu ne peux pas faire abstraction de ça. Mais aussi, voilà, Haïti, tu peux pas faire. Il y a plein de pays, tu ne peux pas faire abstraction de ça. La question des réparations, voilà, c'est tout. Voilà. Mais de vouloir comparer qui était le pire, c'est quoi les critères? Quels critères on prend en compte pour savoir quel est le pire et quel est le moins pire? Moi, ça m'énerve ces trucs-là. esclavagiser d'autres humains. Elle a juste des angles morts énormes, mais ce qu'elle dit est aussi factuellement vrai. Oui, voilà. Mais dans quel but elle fait ça? C'est peut-être ça qui a énervé les gens. Hein. Avec l'excuse du fait que eux, comme ils sont blancs, comme ils sont plus évolués, c'est naturel de rendre en esclavage les autres, qui sont pas blancs du coup. Ça, comme vous êtes trop hypocrite et surtout profondément raciste. Pas un fait sur lequel vous vous attardez, et pourtant ce fait. Mais surtout, en fait, ce qui m'énerve, c'est que les droitards sont en mode, et on se laisse piéger par ça aussi, les droitards sont en mode, les antiracistes ne parlent jamais de la traite arabo-musulmane, de la traite des musulmans, sauf que quand tu regardes la réalité des faits, nous en avons plus parlé. Hein. L'esclavage des musulmans, comment ils ont... Même la négrophobie des Arabes et tout, l'antiracisme en a plus parlé. Même s'il y a des lacunes, il n'y a pas de souci. Même s'il y a des lacunes de la part des Arabes pour ce sujet-là, on en a plus parlé que les droitards et les racistes ont parlé de la traite transatlantique. Voilà. Et on se laisse trop piéger par ça. Ouais, vous parlez jamais de ça. Et donc, on va faire des lives et tout pour en parler et tout. Tandis que eux ne parlent jamais ou minorisent tout le temps la question de la traite transatlantique et même plus largement la question de la négrophobie, du racisme et tout. Ils sont toujours en dire « Ouais, mais vous êtes racistes entre eux. » Et allez, ça dégage. Et jamais ils vont avoir cette conscience-là de se poser des questions. Hein. Ils savent même pas la réalité de la traite transatlantique. Voilà, donc parfois on se fait un peu baiser sur ça, quoi. Fait est quand même d'importance capitale. Hein. Ça ne veut pas dire que réduire en esclavage... C'est son modèle de vidéo de prendre un peu les arguments racistes, misogynes qu'elle se prend et à s'énerver dessus. Ah, mais moi, je vais jamais... Mais les gens, moi, j'adore les gens qui s'énervent. Encore une fois, c'est pas moi qui vais te reprocher à Pic Néon de s'énerver. Non, c'est un style. Moi, ça me dérange pas, en vrai. Même moi, je trouve ça marrant comme truc. Moi, j'aime bien. Hein. Esclavage les ans, c'est bien. Hein, parce que je vous vois venir, ça veut juste dire qu'il y a un caractère... Oui, en plus, elle précise ça, donc moi, voilà. Ouais, je trouve pas que... Je sais pas la sauce qu'elle s'est pris, mais ça va, quoi. Il y a des maladresses, mais c'est une vidéo d'1 minute, 2 minutes. Voilà, c'est pas gravissime, il y a des maladresses. Tu sais, moi, ce qui m'énerve, c'est que sur Twitter, tu ne peux pas avoir de discussion saine.
Tu pourrais totalement dire ah je suis d'accord avec toi, par contre fais attention parce qu'on peut avoir l'impression que tu minores, que tu relativises un peu les violences subies, puis même la question du racisme dans les traites arabo-musulmanes, dans les traites des mondes musulmans, bah, ça se discute dans le temps, dans les espaces géographiques. Il y a des espaces géographiques dans lesquels bah, il y a l'émergence de théories racistes, donc il faut le prendre en compte, tu vois, une discussion cordiale, saine, tu vois, et qu'elle pourrait dire ah oui c'est vrai effectivement, peut-être que je devrais... Non, sur Twitter c'est n'importe quoi en fait, pas de racisme, ok, c'est problématique en fait, ah... Twitter, ça, voilà, faut pas discuter sur Twitter. Ça ne peut pas être bienveillant. Caractère racial dans l'esclavagisme des Blancs sur les autres populations qu'il n'y avait pas chez les Arabes. Voilà. En fait, comme vous C'était pas sur Twitter, mais sur TikTok. Mais même TikTok, j'ai l'impression que pour discuter sur TikTok, c'est... Après, j'y vais pas trop sur TikTok. Mais de toute façon, le truc de commentaires, de répondre en commentaire, c'est pas des endroits simples pour débattre, quoi. Voilà. Allez sur le forum de Bégodeau si vous voulez débattre. Voilà un endroit simple. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je sais pas si tu es au courant, oui, mais il y a quelques jours, Ibrahima Traoré au Burkina Faso parlait de la traite arabo-musulmane et c'est repris par les journaux de droite. Ah oui, j'ai vu ça. Mais en fait, tu as des trucs bizarres de Ibrahima Traoré parce que je le suis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le président actuel du Burkina Faso, qui est un militaire aussi. Et je le suis sur Instagram. Mais il y a eu des trucs trop chelous. Il a rompu avec la France. Il a accueilli Israël, genre un diplomate israélien. Bref, il y a des trucs un peu. Je pense qu'il est embarqué dans des questions de stratégie, d'alliance, de contre-alliance pour réussir à sortir la tête de l'eau, pour défendre les intérêts burkinabés. Voilà, il y a des trucs un peu clientélistes et opportunistes. C'est compliqué, quoi. Voilà, c'est pas à moi. Je veux dire, avant de donner des leçons à Ibrahim Traoré, je vais déjà lutter contre l'impérialisme français au Burkina Faso, tu vois. Donc voilà, mais c'est trop bizarre, quoi. Les moves sont bizarres. Mais je connais pas assez. Le président, oui, bon, le président du Burkina Faso, lui, le Montel, le président, oui, bon. Après, est-ce que c'est à nous, je veux dire, est-ce que c'est à nous de dire en mode, c'est pas le président, je veux dire, la France, voilà. Ouais, il y a le truc. La France, on a tellement fait des coups d'État, on a tellement participé à la corruption des pays africains qu'on devrait bien fermer notre gueule avant de dire ah, il n'est pas président, il est dictateur. Qu'on ferme notre gueule, en fait. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle de l'histoire du Burkina Faso, Sankara et tout. Qu'on ferme bien notre gueule avant de donner des leçons à Ibrahim Traoré, tu vois. Voilà, il y a le truc un peu en mode bon. Nous, on a participé à maintenir en place des dictateurs, à renverser des révolutionnaires et tout. Je suis en mode, bon, voilà, je ferme ma bouche. Voilà. Ok, donc ça, c'était la première vidéo. Et on m'a aussi envoyé ça. Voilà. Y a-t-il eu un vote? Mais en fait, dès qu'il y a des votes démocratiques, déjà, c'est pas parce qu'il y a un vote que l'élection est purement démocratique. Hein. Vous voulez savoir comment la France fait de l'ingérence, le financement, comment on met en avant des présidents? Quand il y a des candidats qui nous dérangent, on va créer des polémiques. Voilà, même votre truc du vote. Ouais. Et bon, Gaza, en 2005, il y a eu un vote. Hein, voilà. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il a été accepté. Hein. Et puis bon, Venezuela, il y a eu des votes, on a dit que Guaido c'était le président. Hein. Vous vous rappelez de ça aussi? Donc voilà, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Poutine est élu, oui aussi. J'ai pris un peu de temps avant de faire cette vidéo, essentiellement parce que je ne voulais plus faire la bêtise de réagir à chaud. Ah bah ça se voit, elle s'est calmée là, elle parle tout doucement. Donc ça c'est la vidéo où elle a un peu plus travaillé le sujet, j'imagine, je crois. Donc là, elle est un peu plus posée, elle a mis des lunettes, la voix est posée, elle est calme, elle prend le temps de respirer, voilà. Et également parce que je voulais prendre le temps de... Par contre, moi j'adore cette mode des sourcils en blond, j'adore, j'aime trop, je trouve ça trop beau. Écoutez, Voilà, c'était mon petit conseil esthétique. Par contre, ça ne va pas aux blanches. Voilà, je suis désolé, les blanches, ça ne vous va pas. toutes les critiques qui étaient en train de sortir à mon propos avant de n'avoir Non, bah non, bah, ça serait trop bizarre que je fasse ça, les gars. Non. quelconque réaction possible. Aujourd'hui, je reconnais le fait que les propos que j'ai pu avoir dans ma dernière vidéo a pu heurter, choquer les gens, essentiellement parce que mon propos était ni nuancé, ni précis, ni sourcé, et surtout... Mais franchement, félicitations à elle. Hein. Franchement, elle est calme, elle revient, elle admet. Parce qu'en plus, je trouve que sa vidéo n'était pas si catastrophique que ça. Il y a des maladresses et tout. Je sais pas la sauce qu'elle s'est pris, mais bon, pour l'instant, ça va. Là, le retour, chapeau. Hein, c'est difficile hein, sur les réseaux hein, de revenir en mode ouais, c'est vrai que j'ai peut-être abusé sur ça. manquait de recherche. Et je comprends totalement que cette vidéo ait blessé des gens. Totalement. J'ai merdé. On va parler français. Oh la J'ai pauvre, c'est bon, ça va. Oh là là, ça va. merdé. Je pense Tu devrais faire du henné sur la barbe. En vrai, j'aimerais bien. qu'après avoir regardé beaucoup de vidéos qui parlaient de moi, j'ai compris une chose. Parler de l'esclavagisme était aussi sensible et à quel point
mon intention n'est pas la seule chose qui compte. Ce qui compte aussi derrière, c'est les mots que j'emploie. L'esclavagisme, c'est pas seulement un débat d'idées, c'est une période qui a été extrêmement Bon, violente. après, l'esclavagisme, voilà, pour moi, c'est pas une période. Mais ça veut rien dire, c'est une période. Tu parles... En fait, il y a différents types d'esclavagisme selon les espaces, selon le temps et l'espace. Donc, c'est pas... l'esclavagisme en lui-même n'est pas une période. Il n'y a pas même un esclavage. En fait, il y a le principe commun de tu as la propriété sur d'autres humains, mais après, il y a d'autres logiques. Ouais. Et ça existe. Violente Oui, aussi. oui, bah, il y a des régions du monde, notamment la Libye, où tu as encore. Et puis même, tu as des formes d'esclavagisme un peu modernes. Voilà. Une histoire qui est lourde, dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses, et c'est tout à fait normal que autant de Oui, voilà, c'est pour ça que les historiens parlent des esclavages. personnes soient touchées par ce que j'ai pu dire ou la manière dont je l'ai dit. J'aurais totalement dû choisir mes mots avec beaucoup plus de rigueur et avoir plus de rigueur dans mes recherches également. Et en m'exprimant de cette manière, j'ai laissé sous-entendre que je minimisais ou que je amoindrissais la gravité de l'histoire des personnes noires à travers les différentes discriminations, à travers c'est les bien. différents types d'esclavagisme, à travers l'histoire de l'Afrique, tout simplement. Bon, bah, c'est très bien, franchement. Les gens, en plus, l'excuse a l'air sincère et tout. Voilà, pour moi, c'est la polémique est terminée, quoi. Elle revient sur ses maladresses et les propos problématiques qu'elle a eus, et voilà, quoi. Oui, et c'est ce qu'on disait. Oui, je comprends que certains aient vu là-dedans la tendance à relativiser les horreurs qu'il y a eu dans les esclavages musulmans. Elle revient dessus, voilà, fin de l'histoire. Sincèrement pas le message que je voulais transmettre. Je m'en mords littéralement les doigts et c'est aussi pour ça que j'ai dû Miskina, elle a dû recevoir des messages et tout. prendre un step de recul. Je sais également que ce bad buzz a amené certaines personnes à se questionner sur le réel fondement de mes valeurs féministes, humanistes, sociales. Ah ouais, vraiment, mais attendez, mais vraiment, genre, en fait, il faut se réconcilier aussi avec ça, que les gens, parfois, on va dire des bêtises. Tout le monde dit des bêtises, parfois, c'est pas grave. Ça m'énerve. Genre, moi, le truc que je déteste, c'est le truc de il faut être parfait, il faut être. Non, non. Voilà, il y a des gens qui sont sincèrement antiracistes, féministes et tout. Parfois, ils vont dire une connerie. Parfois, ils vont dire une bêtise. Parfois, ils vont dire un truc avec lequel on n'est pas d'accord. Ça ne fait pas d'eux, fondamentalement, des gens méchants, racistes ou quoi. C'est bon, faut doser, les gars. Faut doser. Oh, oh, je vois pas comment tu peux remettre en question ces engagements à partir de ça. Hein. Etc. Et je comprends totalement Elle veut parler de l'esclavagisme des peuples du Nord sur les non-blancs en Afrique et à l'opposition de ceux pratiqués par des musulmans et des Arabes sur les Noirs. Moi, quand j'ai vu la vidéo, mon sourcil a sauté car elle répondait en minimisant l'esclavage musulman au regard des Blancs. Mais oui, mais c'est ce que je dis, Pharrell. En fait, je pense sincèrement que ça n'a pas été son intention de base, tu vois. Sauf que bah, dans les propos, dans les faits, tu comprends que ça relativise un petit peu en mode ça va, c'était pas raciste, tu vois. Je comprends que tu peux avoir cette interprétation-là. Ça a été une grosse maladresse. Elle a corrigé ça, les excuses, voilà. que ça a pu semer la zizanie. Sauf que, en tant que personne qui moi-même n'arrête pas de défendre certaines valeurs comme l'entraide, le social, l'humanisme, Le etc., social. Mes valeurs, c'est le social. Je trouve ça mignon. aussi de mon devoir de me l'appliquer à Mais moi-même je la connaissais pas. Moi, elle m'a l'air plutôt cool. Moi, elle est sympathique. Hein. et donc de reconnaître mes torts et d'être capable de demander pardon. Parce que j'ai justement pour valeur le fait d'écouter, d'être capable de prendre un temps de pause pour réfléchir. Bah après, il y a une bêtise originelle, vouloir parler d'un sujet complexe en une minute. Oui, bah après, ça, c'est TikTok et Instagram. Hein, c'est le problème. C'est le problème des contenus sur ça, quoi. Tu es obligé de faire court. En fait, il faudrait que tu fasses une vidéo d'1 minute, 2 minutes et après dire hé les gars, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo de 20 minutes sur ça. Voilà, quoi. Tu kifferais Wissam en plus, je pense. Ok, bah j'irai voir. Elle est belge. Bah ça, c'est un bon signe. Les Belges sont super sympas. Calmement, posément, de me remettre en question et d'être capable de demander pardon aux personnes concernées. On peut avoir T'as jamais vu ces vidéos sans le drama, Wissam? Non, non, je découvre la personne. Je suis désolé. Je savais pas qu'elle était aussi connue. Fais voir le nombre de... Ah oui, 282 000 followers. Ah ouais, elle fait beaucoup de vidéos en plus. Non mais les féministes elles ont été trop loin. Les féministes elles ont été trop loin, elles veulent quoi de plus en fait? On est déjà égaux sur Terre en fait. Oui bien Ça me, sûr, les ça féministes me ont fait tellement rire. été trop loin. J'adore les gens qui s'énervent. Moi, c'est ma DA de fou. C'est ce que j'aime. Vas-y, énerve-toi. Faut réhabiliter l'énervement en fait. Que la seule chose qui n'est pas gravée dans le marbre, c'est les droits des femmes partout à travers la Terre. Et Ok, bon, mesdemoiselles, mesdames, je sais que la majorité d'entre nous, on a été bercés trop près du mur du patriarcat, voire même certaines. Après, pour moi, c'est des entrées sur le sujet, quoi. C'est ça. Le problème, c'est que tu fais trop. Généralement, sur TikTok, après, tu fais trop de contenu sans trop travailler le sujet. Donc, ça amène ce genre d'erreur. Mais bon, ça, c'est le cas aussi sur YouTube. C'est le cas aussi sur Twitch. C'est le cas de partout, parfois. Tu es tellement dans la production. Après, tu es tellement sûr de toi
que parfois tu te sens capable d'aller sur tous les sujets et d'un coup tu te prends un mur en mode ok, humilité, je vais peut-être aller lire un petit peu, regarder des interviews et tout avant de venir donner un avis, quoi. Mais ça arrive à tout le monde, même à moi, hein. Il y a des vidéos, je suis en mode oui, bon, voilà, j'ai dit des conneries, quoi. C'est pas ouf. Avoir des convictions très fortes, des idées très fortes, un combat qui est très fort, tout en étant capable de reconnaître que parfois on a des lacunes quand on s'exprime. Ah bah voilà, mais on est totalement d'accord, c'est exactement ce qu'elle dit. Moi, je trouve que ça, c'est les attitudes les plus saines à avoir, hein. Vraiment, hein. Alors simplement qu'on a des lacunes parce qu'on voulait aller trop vite, qu'on s'est mal renseigné ou qu'on Bah savait voilà, elle a dit, j'avais pris le choix de ce on est d'accord. pas de quoi on parle. Parce que Je trouve qu'elle fait le taf pour les normes bas salaires, hein. justement, la Et en remise plus, elle a l'humilité de se remettre parfois en question et tout, très bien. en question, c'est tout sauf une faiblesse. C'est aussi une responsabilité, c'est aussi ma responsabilité. J'aimerais Bon, également après, il faut pas en faire trop non plus, c'est bon. Pour moi, c'est bon, tu t'es excusé, il n'y a pas besoin de... Voilà, ça va, il y a plus grave, quoi. On dirait que c'est elle qui a été responsable de l'esclavage. rappeler que accepter la critique ne revient pas à accepter les insultes, ne revient pas à accepter le fait qu'on a pu dénigrer mes origines. J'accepte le fait que vous me critiquez, j'accepte le fait que j'ai merdé, mais je pense qu'on n'a pas besoin de tomber dans la déshumanisation non plus. Alors, la remise en question chez les influx politiques TikTok, Insta, ça fait deux. Ah, mais je suis totalement d'accord. Mais pas que seulement TikTok, Insta, même sur Twitch, hein, même sur YouTube, hein, c'est dur, hein. C'est dur parce que déjà, c'est dur d'avouer que tu avais raison. Oh, la phrase d'écocentrique. Oh, la phrase de... C'est dur d'avouer que tu avais raison. Non, c'est dur d'avouer que tu avais tort, que tu t'étais trompé. En plus, ça aide pas parce que les gens viennent t'insulter. En plus, si tu as dit que tu avais tort, eh ouais, grosse merde, tu avais tort, c'est compliqué, hein. Faut ravaler sa fierté, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur d'avoir raison. De pouvoir. Désolé. Non plus. Aujourd'hui, je présente mes excuses Oui, c'est bon. Oui, bon, par contre, là, ça devient trop. C'est bon, tu les as déjà présentés 3 fois, c'est bon. à toutes les personnes que j'ai vexées, blessées, déçues, parce que ce n'était La pauvre, ça se voit que ça l'a travaillé, quoi. Je pense qu'elle a reçu des messages et ça lui a fait mal, hein, la pauvre. pas mon objectif. Et quand en fait, aussi, le truc, je pense que ces gens-là n'ont pas l'habitude, parce que je pense elle s'est souvent fait saucer, sucer et tout. Et quand tes vidéos marchent, tu as du succès, tout le monde te félicite et tout, le premier bad buzz, ouais, voilà, l'angoisse du cancel, mais même le premier bad buzz et la première fois que tu te reprends des critiques et que tu vois parfois des gens qui te désabonnent, se désabonnent de toi, ça te fait mal. Vraiment, c'est un truc que tu découvres et t'es en mode ah putain merde. Et en fait, t'es en panique, genre oh là là, je dois tout de suite me rattraper. Alors qu'il faut, c'est pas grave. Voilà, tu vas faire une autre vidéo, prends ton temps, te précipite pas. Mais c'est sûr que les premières fois, tu as eu trop l'habitude d'être saucé et que tu te prends une première critique, c'est dur, hein. Et surtout, je continuerai à publier des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets pour lesquels je continue de croire, de me battre. Et cette fois-ci, je le ferai avec beaucoup plus de rigueur, en prêtant beaucoup plus attention à ce que je dis, à vérifier mes sources et surtout à être encore plus transparente sur ce que je peux raconter. C'est bien. Voilà. J'ai pris un peu de temps Bah voilà. avant de faire Alors, cette vidéo, excusez-moi. essentiellement parce que je ne voulais plus Eh faire bah la écoutez, bravo à Madame Néo Pink, c'est ça, Néon Pink, Pink Néon. Bravo à vous, Madame, c'était très bien. Si le sujet vous intéresse, parce que en fait c'est marrant parce que en plus moi ce qui m'énerve c'est que les gens qui la critiquent ont encore moins travaillé le sujet, tu vois. Je veux dire, si le sujet vraiment vous intéresse, allez lire les livres, il y a plein de travaux sur le sujet. Moi j'ai proposé Marmet Waldi et Jocelyne Daclia, mais il y a plein d'autres historiens, même sur l'histoire de l'esclavagisme en général et tout. Il y a plein d'interviews qui existent, il y a la vidéo d'Histoire Crépue, apparemment elle est très bien, même sur l'esclavage en général. Il y a chez Nota Bene qui va faire un truc sur ça. Voilà, allez continuer à vous instruire et tout, et c'est encore des sujets à explorer. Et 2-3 livres par semaine. 2-3 livres par semaine. Nanana. Mais Marmet Waldi, ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et surtout, faisons preuve d'un peu plus d'empathie quand on se trompe. Voilà. Et apprenons à apprendre de nos erreurs et sachons aussi prendre soin les uns des autres. Et nique l'esclavage, quoi. C'est ma conclusion. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de soutenir financièrement si tu le peux et de partager cette vidéo. Salut!